Bonjour et bienvenue sur notre antenne, sur la chaîne Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Benoît Guilbault, fondateur de la société Dream. Alors, Benoît, bienvenue et merci d'avoir accepté notre interview. Avec grand plaisir, merci Eliane. Première question, est-ce que tu peux te présenter et te présenter également ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Ouais, donc je suis Benoît Guilbault, je suis l'heureux père de deux enfants, j'ai 43 ans et ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis entrepreneur, donc je crois que c'est quelque chose qui est dans mon ADN depuis toujours, avec différentes expériences entrepreneuriales. C'est aller du conseil en système d'information décisionnelle, en passant par une chaîne de restaurants spécialisée sur les raviolis vapeur asiatiques, Yum Dim Sum, associé avec Michael Petrosian, que je salue s'il nous regarde et donc qui est aujourd'hui encore un des acteurs majeurs du ravioli vapeur du dim sum en France. Et puis maintenant, depuis 4-5 ans, l'heureux fondateur de Dream. Voilà. Tu vas nous parler de Dream, s'il te plaît, parce Ah, qu'effectivement, une bien sûr. vocation aussi précoce, hein, puisque ça fait 20 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Comment est né Dream et quelle était l'idée au départ? Alors l'idée au départ, elle est née d'une expérience personnelle. Quand on est dans la restauration, donc moi j'étais directeur général du groupe, donc je gérais beaucoup la partie interne, les ressources humaines. Et les ressources humaines dans la restauration, c'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de formation, beaucoup de turnover. C'est des gens qui parlent pas très bien français. Parfois qui ne parlent pas du tout français, donc on avait jusqu'à trois quatre langues différentes dans le groupe. On avait aussi des problématiques de gens qui ne savent pas lire ou qui lisent pas suffisamment bien pour regarder les procédures. Donc la difficulté, c'est comment je fais pour transmettre. Comment je fais pour transmettre dans ces conditions-là. Et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, si on veut transmettre, il faut faire de la vidéo. Le problème, c'est que je me suis vite confronté à quelque chose qui était assez curieux. Je crois qu'une de tes questions favorites, c'est de savoir un peu quelles sont un peu les croyances qu'on veut mettre à mal. Ben, moi, je Oui. pensais que c'était simple de faire de la vidéo. Donc, on est en 2018. Je me disais, bon, bah voilà, la vidéo, c'est 85% du trafic web mondial. Tout le monde en fait. C'est simple de faire de la vidéo. Donc, je vais en faire. Et en fait, je me suis vite aperçu que c'était pas si simple que ça. Alors pourquoi c'est pas simple? Déjà parce que on utilise un format qui est le MPEG-4. Oui. On utilise encore ce format, hein, c'est quasiment 100% du trafic web, le MPEG-4. Et le MPEG-4, c'est un truc qui date de 1998. À l'époque, si tu veux, on était en 56K avec le petit modem qui fait glung glung glung. On n'avait pas de mobile, pas de smartphone. Le sujet, c'était clairement pas de faire de la vidéo qui allait être comme ça, utilisée sur tous les médias. Et alors, l'héritage de ça, c'est que, bah, dis-toi que la vidéo aujourd'hui, bah, elle n'est pas responsive. C'est-à-dire que tout le web est responsive, sauf la vidéo. La vidéo, qui est le truc le plus regardé, bah, faut choisir à qui on s'adresse, hein. Si t'es en mobile, t'es en desktop, c'est l'un ou l'autre, hein. Sinon ça marche pas. C'est pas multilingue. C'est-à-dire que si tu veux faire une vidéo en trois langues, il faut la faire trois fois. Donc moi j'avais mon truc, je me dis ok, donc moi je vais faire des vidéos. Les gars ils sont plutôt sur mobile, mais il y en a quand même qui vont devoir utiliser la tablette, etc. Donc comment je fais pour faire des vidéos responsives? J'ai trois quatre langues à couvrir, comment je fais pour faire du bilingue? Je peux pas en fait. Faut que je me retape autant de formats et de langues. Je me suis dit, mais c'est un cauchemar. Et en plus de ça, quand j'arrivais sur les éditeurs, j'avais que du texte en fait. Les éditeurs faciles, les éditeurs un peu sur étagère, qui sont très bien par ailleurs, mais des trucs type Canva ou des PlayPlay, des choses comme ça, c'est des éditeurs qui sont essentiellement basés sur du texte. Donc en fait, tu peux rajouter du texte. Donc tu te dis, moi les gars, ils savent pas lire. Ça va pas Et ils aider. parlent pas français. Et qu'est-ce qu'on propose? Des éditeurs dans lesquels je vais taper du texte dans la vidéo et en français en plus. Non, mais je me suis dit, c'est un cauchemar quoi. Donc moi, je veux faire une vidéo simple, multilingue, responsive, et je veux faire une vidéo qui parle parce que les gens, ils ont pas envie de lire, ils ont envie d'entendre. C'est ça l'intérêt de la vidéo. Et donc, en m'apercevant que dans le monde entier, dis-toi bien qu'en 2017, c'était impossible de faire ça. C'est Impossible. Incroyable, c'est pas possible en incroyable. fait. Oui. Et donc du coup, on s'est dit, bah attends, il y a un truc qui va pas. Et donc, on a réfléchi.
Et on s'est dit, mais comment on peut aujourd'hui proposer une expérience responsive multilingue pour faire de la vidéo, quoi? Et que ce soit facile à produire. Et ça a été une croisade, hein, parce qu'on est en 2023, 24 maintenant aujourd'hui, il a fallu quelques années pour arriver à répondre à cette question. Et il y avait vraiment une réponse à cette question, c'est que c'est pas si simple que ça, parce qu'on a dû développer un nouveau format vidéo, qui est le format Dream, qui est le seul format aujourd'hui au monde multilingue responsive. Euh, on a dû développer un plugin universel qui permette de rajouter cette vidéo sur n'importe quel CMS, n'importe quel site web, de manière à ce que tout le monde puisse la regarder. C'est un format qui est basé sur des langages web universels, donc ça veut dire que ton mobile, ta tablette, ton ordinateur, quel que soit l'OS que tu utilises, ils sont déjà tous compatibles avec le format Dream sans que tu n'aies rien à installer dessus. Wow. Il a fallu qu'on développe ensuite un éditeur, des éditeurs, pour permettre aux gens de faire des formats Dream. Donc on a réinventé un écosystème web complet. Et c'est ça ce qu'a fait Dream. Donc c'est assez dingue. Et là, je comprends pourquoi ça s'appelle Dream, du coup. Exactement. Mais tu crois pas si bien dire, hein. C'est pas le nom qu'on avait trouvé au début. Et après on s'est dit, mais attends. Donc on a pris les anagrammes, hein, tu vois, digital, responsive, interactive, multilingue, écologique. Je t'en ai pas parlé, mais on en reparlera, j'imagine. Ces lettres ensemble, on s'est dit, ah, ça fait Dream. Alors bon, c'est pour des Français, parce que les Américains disent Dream, mais c'est pas grave. Nous, on trouvait qu'il y avait un petit clin d'œil rigolo. Ah, écoute, une société française qui invente finalement un modèle qui n'existait pas, oui, elle peut s'appeler Dream. Il n'y a aucun sujet. C'est Ça ça, paraît, exactement. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on a notre charte, tu vois, des petits tableaux, on voit des oui. couchers de soleil, etc. C'est un peu le rêve, en fait. Et ceux qui veulent tester, hein, le QR code fonctionne et envoie sur une vidéo Dream multilingue de présentation de ce qu'on fait. Wow. C'est quand même on a le souci du détail chez Dream. Moi, je vois. Alors, tu m'as parlé d'écologique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Forcément, je Ouais, rebondis. bien sûr. Euh, Aujourd'hui, la vidéo, c'est de loin le truc le plus lourd que tu puisses mettre sur ton site web. Mhm. Donc aujourd'hui, on voit, il y a pas mal de gens qui sont en train de se poser la question de comment rendre le web plus écologique, etc. Et donc, on est là, on compresse les images au maximum, on fait et on oublie juste qu'au milieu de ce truc, on a collé une vidéo YouTube qui fait à peu près 100 fois le poids du reste de la page. Et que donc, on est en train de gagner 10 kilooctets sur une photo, un machin, et à côté de ça, on a un paftard de 100 mégaoctets qu'on n'a pas retouché. Donc, nous, on s'est dit, bah non, en fait, si on veut faire de l'écologie, on va commencer par s'attaquer au jet privé avant de regarder si on peut pas optimiser le moteur du vélo électrique. Et donc, du coup, on a développé ce format Dream, et ce format, c'est un format qui est composite. Donc ça veut dire qu'on va être capable de créer des vidéos à partir d'éléments extrêmement légers. D'accord. Donc je te donne un exemple tout bête. Tu es e-commerçant Mhm. et tu as aujourd'hui des carousels photos Oui. et des textes explicatifs. Mhm. Nous, on va être capable de créer une vidéo en dynamisant les images de ton carrousel et en rajoutant les arguments commerciaux en face de chaque image qui correspondent pour vraiment avoir une découverte vidéo de ton produit. Wow. L'avantage de cette expérience-là, c'est que ça pèse moins de 1 mégaoctet la minute dans toutes les langues. Ça veut dire qu'en stockage, pour 800 kilooctets, tu vas avoir une vidéo en 15 langues qui présente ton produit. Ah, C'est-à-dire l'équivalent, et responsive en plus de ça, l'équivalent MP4, il te faudrait quasiment, on a fait le test sur un exemple chez L'Oréal, on est passé d'une vidéo qui fait d'un stockage global de vidéo à 12 gigaoctets à un stockage à 40 mégas. incroyable. Donc, c'est ça un peu l'idée aussi de Dream, c'est d'être capable de créer de l'audiovisuel hyper accessible, hyper sympa, et en plus de ça, de réfléchir à comment on peut le faire intelligemment en 2024, où on attend quand même un peu plus de responsabilité écologique dans ce qu'on fait. C'est fabuleux. Alors, je suis intéressée par Dream et je contacte Dream. Et alors, du coup, comment ça va se dérouler mon parcours client? Je vais parler à quelqu'un et il faut que j'amène beaucoup de contenu ou vous vous chargez de prise de vue. Comment ça se passe, le brief? Donc c'est une très bonne question, Yann. En effet, le parcours client, nous, tu comprends qu'on adresse des sujets très larges. En fait, la vidéo sur le web, ça touche un peu tout le monde.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a verticalisé finalement la réponse en fonction des cas d'usage. Donc on a un cas d'usage qu'on aime bien qui est celui du e-commerce. Donc c'est vraiment du e-commerce au sens large, c'est-à-dire ça peut aller du e-commerce classique, la fiche produit avec son descriptif, mais l'immobilier, donc on considère ça comme du e-commerce aussi quelque part, avec la fiche produit, et le tourisme, enfin tous les endroits où tu es confronté à ton carrousel et ton texte. Et on a développé un logiciel spécifique qu'on a appelé le carrousel magique et qui en fait est ce fameux outil qui va te permettre de transformer tes images et tes textes en une expérience audiovisuelle multilingue et extraordinairement légère. Ça, c'est un truc en SaaS. Donc, tu vas sur le site du Carrousel Magique, tu crées ton compte et tu es autonome dans la création de tes vidéos. Donc, c'est vraiment très pratique. Après, on a des clients qui ont des velléités de faire des vidéos un peu plus classiques, c'est-à-dire par exemple des interviews, des vidéos un peu plus trapues. Et dans ces cas-là, on va être capable de les accompagner avec des équipes qui vont pouvoir post-produire les vidéos, c'est-à-dire récupérer les images que le client a et les mettre au format Dream pour répondre à leurs besoins. Et si besoin, on est capable d'envoyer aussi des équipes sur place pour tourner des images. Donc voilà, on peut vraiment répondre à tous les besoins en fonction du cas du client. Alors, ça s'adresse uniquement aux professionnels ou vous envisagez un développement sur le particulier? Alors, pour le moment, on est vraiment en B2B. On Ouais. s'adresse vraiment aux professionnels. Les particuliers, on verra dans un deuxième temps. Mais je pense que les particuliers, si on les adresse, ce sera pas directement, mais indirectement. Je m'explique. Nous, on a un petit rêve comme ça, un petit dream. Ce serait par exemple d'être intégré dans le parcours du Bon Coin. Ouais. euh, D'être intégré dans le parcours du particulier à particulier, ou quelque part le client qui vient et qui met ses photos et ses textes, bah, il puisse tout simplement engendrer une vidéo à partir de là, et donc on puisse voir les produits en vidéo, même sur des plateformes de seconde main ou des plateformes de particulier à particulier. D'accord. Alors, du coup, ma question suivante va être sur le périmètre, parce que tu nous as parlé de L'Oréal tout à l'heure, mais finalement, compte tenu du nombre de langues qui peuvent être adressées, vos clients se trouvent où concrètement? Alors, c'est une bonne question. On était présent sur le stand de Business France à la NRF à New York il n'y a pas longtemps. Donc, bah, nos clients se trouvent un peu partout. Alors aujourd'hui, majoritairement en France, parce que c'est là qu'on a commencé à évangéliser. Néanmoins, c'est des clients qui sont souvent internationaux. C'est d'ailleurs ce qui les séduit en premier lieu chez Dream, c'est cette capacité à parler toutes les langues. Et c'est vrai que nous, on a une offre qui est assez caméléon, puisque du coup, on est capable de faire des vidéos dans 68 langues, donc c'est quasiment toutes les langues du monde. Et notre éditeur est lui-même disponible déjà en 5 langues dès l'origine. Donc ça veut dire qu'on est quand même, notre vocation, c'est un peu d'aller conquérir un marché qui finalement est très homogène, c'est-à-dire que l'expérience du e-commerce ou l'expérience du web en général est assez proche d'un pays à l'autre, et la problématique des formats est analogue qu'on soit en Amérique latine, aux États-Unis. Je dirais même, on peut même avoir une premium en Afrique parce qu'ils ont des débits qui sont moins bons que les nôtres, et avoir un format plus léger comme le nôtre, c'est plutôt une bonne idée. Effectivement, ça peut répondre à une problématique majeure qui se pose couramment chez eux. Alors, la prochaine étape chez Dream, c'est quoi? La prochaine étape chez Dream, c'est de s'assurer que je n'ai plus besoin de faire des interviews pour que les gens sachent ce qu'est Dream. C'est-à-dire que la difficulté quand on crée une innovation comme ça, qui est quasiment une innovation de rupture et qui est quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on se parle, toi, tu pensais même pas que c'était possible de faire une vidéo responsive et multilingue. Donc la difficulté, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est-à-dire cette étape où en fait on va parler à des gens qui ne se sont même pas projetés dans l'idée que ce soit possible. Donc ça veut dire qu'on doit se faire connaître.
Et on doit aller chercher dans la foultitude des clients qui s'intéressent à la technologie, on va dire les 15% d'innovants. Je sais pas, tu connais un peu ce principe les 15% d'innovants, les suiveurs, hein, le fameux 15-35-35-15. Nous, aujourd'hui, on s'adresse aux 15% d'innovants, c'est-à-dire ceux qui vont être capables de se lancer dans un truc un peu dingue et finalement de prouver que c'est hyper cool et créer cette trend. Donc, pour nous, Dream, l'objectif, bah, c'est d'être connu le plus vite possible, d'avoir un maximum de gens qui s'en saisissent et que du coup, ça devienne une trend. Oui, parce qu'effectivement, quand on ne sait même pas que ça existe, en plus, quand on regarde une vidéo ou un site, on ne se rend pas obligatoirement compte que bah, c'est moins lourd, ça peut être, et donc il faut faire savoir que c'est Dream qui l'a fait. Donc, Exactement, ça c'est un truc qui est dingue chez nous, c'est que comme ça s'adapte direct à la taille de l'écran et à la langue de l'utilisateur, parce qu'en plus de ça, on reconnaît sa langue et on lui envoie direct dans sa langue, donc le gars, bah, en fait, il se pose pas de questions. ah non, C'est juste normal en fait. Et c'est que quand on fait l'expérience de le faire sur plusieurs appareils qu'on se dit, mais attends, et dans plusieurs langues, c'est on se dit, mais ça. attends, le gars, comment il sait que je suis français? Donc nous, on a des clients, par exemple, qui font des appels d'offres. Et aujourd'hui, les appels d'offres, bah, t'envoies un bon PowerPoint de 50 slides en anglais à des Espagnols, des Italiens et des Portugais en disant voilà ce qu'on vous propose. Et les mecs sont là. Oh. Et là, du coup, ils font un exécutif summary en vidéo qu'ils envoient dans le mail. Et quand les gens cliquent dessus, ils ont directement dans leur langue et dans le format de leur écran la vidéo qui résume l'appel d'offres. Et en fait, bah, c'est un truc complètement dingue parce que nous, on a assisté à des réunions où les gens disaient ah, mais c'était quand même cool de faire la vidéo en portugais. Tu sais, ils disaient, bah, non, elle était en italien la vidéo. Bah, non, elle était en allemand. Ah non, en fait, elle était en toutes les langues. Je sais pas. Et donc, effectivement, l'étonnement doit être fabuleux, mais au départ, il se posait pas la question. Alors, Exactement. tu as commencé très jeune l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a néanmoins un conseil que tu aurais aimé te donner adolescent? Euh, Ouais, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. Moi, tous les trucs que j'ai réussi, donc dans les boîtes que j'ai citées tout à l'heure, il y en a la plupart qui existent toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu une fierté pour moi. Tu vois, la première boîte que j'ai montée il y a une vingtaine d'années, elle existe toujours. La chaîne de restaurants que j'ai montée et dont j'étais DG pendant 10 ans, elle existe toujours aussi. Donc ça fait partie de ces boîtes en plus où je suis parti du jour au lendemain et ça marchait encore parce que le modèle avait été rodé et que du coup je ne servais plus à rien. Donc c'est une vraie fierté pour moi de ne plus servir à rien dans une boîte. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Et je dirais que à chaque fois, ça a été des succès parce que c'était des bonnes associations. Et c'était des associations qui étaient des associations professionnelles. C'est-à-dire que je pense que si j'ai bien fait un truc, c'est que je me suis jamais associé avec des amis parce que c'est des amis ou avec de la famille parce que c'est de la famille ou je sais pas quoi. Je me suis associé avec des gens que j'ai rencontrés dans le cadre professionnel et avec lesquels j'ai senti qu'il y avait un potentiel de créer quelque chose. Et quand les gens me disent ouais, t'as quand même eu de la chance, ça, je dis non, c'est pas de la chance en fait. C'est-à-dire que euh, dans la boîte où j'étais, on était 50 à avoir bossé avec ce gars-là. Et il y en a qu'un seul qui allait le voir en lui disant on monte une boîte. Les autres, ils ont juste bossé avec lui en disant c'est sympa et on se reverra au pot des anciens. Euh, et ben donc du coup, ça c'est hyper important. Il faut avoir des oreilles, des radars et identifier les gens qui peuvent avoir des forces complémentaires aux siennes et essayer de s'associer avec ces gens-là pour faire quelque chose. Les forces, ça peut être évidemment des compétences, mais pas que. Ça peut être aussi du réseau. C'est hyper important le réseau. Ça peut être une énergie. Enfin, il y a beaucoup, on a besoin de beaucoup de choses quand on est entrepreneur. Donc, ça veut dire que en fonction de ce qu'on va faire, il faut aller trouver des gens qui vont aller compléter son, sa propre énergie en fait.
Alors, ça me fait très plaisir ce que tu viens de dire parce que à deux niveaux. La première, c'est quand tu disais les sociétés existent toujours et elles n'ont plus besoin de moi, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très cher et très cher à tous les actions coach parce qu'effectivement, nous considérons qu'une véritable société, c'est une société qui est commerciale, rentable, qui fonctionne sans son chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui donne de la valeur. Et donc, le chef d'entreprise n'est pas dispensé de toute activité, il travaille sur son entreprise et non plus dans son entreprise. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont très fiers de travailler très dur. Alors, c'est vrai que pour monter la société, il faut, enfin, ça se fait pas tout seul. Ça, c'est clair. Je confirme. Et quand elle finit, le fait qu'elle puisse travailler et se dispenser en fait de leur présence, ben, ça veut dire qu'elle est terminée. En fait, comme un enfant, ben voilà, C'est elle est exactement complète. ça, hein, c'est exactement ça. Alors c'est un enfant qu'on peut faire grandir un peu plus vite, hein. Moi, j'ai réussi à le faire généralement entre 5 et 10 ans en fonction. Donc c'est quand même plus rapide qu'un enfant humain, hein, néanmoins, c'est un peu l'idée, effectivement. Je pense que quand on est... il y a toujours pour moi deux types d'entrepreneurs. Et qu'on a tendance à mélanger comme ça, comme si tout le monde était entrepreneur. Mais pour moi, c'est pas la même chose d'avoir une activité d'indépendant, voire même de réseau d'indépendants ou de petits groupes d'indépendants, et d'avoir une entreprise. Un indépendant, il va monétiser son propre travail, sa propre expertise. Alors, il peut avoir, c'est pas parce qu'il a deux, trois salariés qui l'aident à mettre en avant ou qui ont une expertise identique pour mettre en avant leur force, mais ça repose sur lui. Oui, C'est son complètement. réseau, c'est son expertise, c'est son travail qui est monétisé. Un indicateur simple, hein, si on est en jour homme, c'est généralement qu'on est un peu dans ce cas-là. Euh, une entreprise, on va proposer un produit ou un service. Et en fait, ce produit ou ce service, c'est ça que les gens viennent acheter. Ils viennent pas acheter les gens qui sont derrière. Et bien évidemment que les gens sont importants, etc. Mais ils viennent acheter un produit ou un service. Et donc, du coup, bah, ce produit ou service, bah, que le DG il soit là, pas là, au golf ou parti, ça change rien. Le produit, il est là. Tu fais un resto, il est ouvert, tu peux venir manger, il est là. On s'en fout de savoir qui est le DG de la chaîne du truc qui a fait le machin. Donc ça veut dire que si on a bien fait son taf et qu'on a fait un produit ou un service, normalement, on est une entreprise. Et après, du coup, si on veut passer à l'échelle, il faut savoir déléguer. On peut pas être partout. Je veux dire, si on a un resto, on peut s'assurer que c'est propre tous les matins. Si on en a deux, ça devient plus compliqué. Si on en a six, c'est impossible. Je veux dire, à moins d'être Superman, c'est fini. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va déléguer. Et donc en déléguant, ça veut dire on va mettre en place des règles, on va mettre en place une culture d'entreprise, etc., etc. Et donc du coup, bah, une fois que tout ça s'est mis en place, bah, trop besoin d'être là, hein, à part à vérifier que tout le monde la respecte. Et donc, c'est pour ça qu'on peut tout à fait, à un moment donné, disparaître sans que la société, finalement, n'en pâtisse plus que ça. Et la deuxième chose, alors merci beaucoup pour ça, parce qu'effectivement, la différence est très grande entre, c'est pas parce qu'on a un numéro tiré qu'on est dans ma définition, un entrepreneur, on peut le devenir, Tout à mais fait. soit on crée une entreprise, soit on se crée un job, les deux sont rarement compatibles. Puis la deuxième chose, c'est ce que tu mentionnais, c'est-à-dire s'associer de façon professionnelle. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de chefs d'entreprise débutants font, c'est je m'entends bien avec un tel et donc je vais le faire. Non, c'est une entreprise, c'est pas du tout la même chose. On a tous des amis qu'on adore, mais avec lesquels on ne pourrait pas bosser. Et d'autres personnes avec lesquelles on travaille extrêmement bien et c'est extrêmement productif. Mais c'est pas pour ça qu'on a envie de passer une soirée ou des vacances avec eux. Ce sont deux mondes totalement différents. Donc merci beaucoup pour ça C'est parce que complètement vrai. D'ailleurs, moi, j'ai été associé avec des gens pendant des années où finalement, bien sûr qu'on avait une relation extrêmement proche parce qu'on se voyait tout le temps, etc. Mais je qualifierais pas ça d'une relation amicale. tout à C'était fait. quand même une relation d'abord basée sur du professionnel, et donc du coup, il y avait de temps en temps des petites interactions personnelles, mais peu en fait. Si tu veux. On passait pas tous nos week-ends ensemble à la plage, tu vois. C'était pas du tout le délire. Et finalement, c'est bien comme ça. Après, ça peut devenir un ami. Et d'ailleurs, parfois, ça devient un ami quand on bosse plus ensemble. Parce que c'est une façon légitime de garder contact. Donc, Alors, une dernière question, Benoît, si tu me le permets. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose?
Ouais, il y a Ouais, un truc que je dis toujours. Moi, j'aime bien parler à des entrepreneurs. De temps en temps, je suis un peu des entrepreneurs parce qu'il y a des gens qui me demandent des conseils, évidemment, comme ça fait longtemps que j'ai ouais, entrepris. Et à chaque fois, moi, quand je commence avec un entrepreneur, je lui dis comment tu vas? C'est bête, mais en fait, on s'intéresse pas assez à l'humain en fait dans l'entrepreneuriat. Les actionnaires sont là, ils regardent uniquement les chiffres, tout le monde est là en train de regarder les chiffres, et comment va le business, et comment va machin. Et en fait, ben, l'entrepreneur, c'est quand même un être humain. Et c'est dur l'entrepreneuriat. Il y a des gros moments de haut, de bas, il y a des doutes énormes, il y a des moments où on a envie de tout abandonner, il y a des katas généralement qui viennent en paquet. Parce que je dis pas une kata, puis une autre kata quand on aurait dû. Non, non, c'est kata, 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 et bam! Et là tu dis, bon, ok, alors là c'est bon, là comment je fais? Et donc le comment tu vas, c'est une manière de se souvenir qu'on est quand même face à des humains et que du coup, bah parfois c'est dur quoi. Bon ouais. là, moi ça va bien. Merci, merci de m'avoir posé la question. Je t'en prie, Mais c'est très important. je vais très bien aussi, je te remercie. Eh bien, en tous les cas, merci de ta bonne humeur. Merci de nous avoir fait découvrir Dream parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va largement, largement le diffuser. On mettra bien entendu dans les liens tous les moyens pour trouver Dream et pour pouvoir te contacter. Merci de ton temps. Merci Merci de beaucoup ta à bonne humeur toi. et merci d'avoir inventé Dream. Merci.